nous décidons de partir ensemble à la conquête de la petite enfance et du numérique. Nous avons rencontré de nombreux chercheurs, des familles, des psychiatres et un psychomotricien, une députée, des enseignantes et une éducatrice de jeunes enfants, mais pas que, des designers et des entrepreneurs qui, eux aussi, souhaitent mettre leurs compétences au service de cette question complexe. De janvier à décembre 2020, nous avons rencontré 39 intervenants et réalisé 30 entretiens, tous retranscrits à la main, écrit des dizaines et des dizaines de questions, passé des heures à discuter d'un sujet qui nous questionne toutes et tous. Ce MOOC est à l'image qu'on souhaitait lui donner, une rigueur scientifique dans une approche interdisciplinaire. Ici, vous ne trouverez pas toutes les réponses à vos questions. Nous espérons plutôt que ces 5 épisodes éveilleront en vous un nouveau regard et vous donneront envie de relever avec nous de nouveaux défis pour la petite enfance. Les ordinateurs étaient vraiment utilisés dans un premier temps à visée occupationnelle en fait. Et je me disais mais on peut vraiment faire quelque chose de plus intéressant avec cet outil-là. Et donc c'est en 2014 qu'on a commencé à travailler là-dessus. Donc sachant qu'une grosse partie de l'équipe était quand même très très réticente, c'est-à-dire que d'un côté ils utilisaient les outils numériques de façon on va dire vraiment ludique, occupationnelle, ils sont beaucoup d'accompagnement. Autorisant les enfants à avoir des temps d'ordinateur, mais n'ayant pas vraiment ne prodiguant pas vraiment d'accompagnement à cet égard. Donc on a fait des formations tout d'abord pour toute l'équipe. Il y a un certain nombre d'intervenants qui sont venus, qui ont exposé leurs pratiques, ont exposé un petit peu les études, les théories, la manière dont on pouvait penser les choses. Et puis, à la suite de ça, on a commencé, et c'est Olivier qui a été beaucoup moteur là-dedans, qui a été beaucoup à pied d'œuvre, commencé du coup à mettre vraiment des ateliers thérapeutiques à médiation autour d'outils, à partir des outils numériques et de jeux vidéo, tablettes numériques, etc. Dans ce 4e épisode, nous partons sur le terrain, aux côtés des enfants et de ceux et celles qui en prennent soin. Depuis quelques années, parents, cliniciens, enseignants ou éducatrices de jeunes enfants côtoient de nouvelles problématiques liées au numérique et décident ou non d'intégrer ces outils à leur pratique. Il faut comprendre qu'on ne cherche pas à combattre, même en libéral, la question des écrans. On est là juste pour faire en sorte qu'il ne soit pas, comme je disais, quelque chose qui va empêcher la relation entre le parent et l'enfant. Donc le but, c'est de toujours montrer qu'avec un écran, on peut être dans le partage et on peut être dans un échange. C'est ça le but en fait des ateliers thérapeutiques mis en place à l'hôpital de jour. Et des ateliers, oui, il y en a eu plusieurs. Il y a eu par exemple les ateliers tablettes numériques qui ont été mis en place pour les enfants, on va dire, autistes avec les troubles les plus présents, ceux qui avaient le plus de difficultés au niveau par exemple de la verbalisation ou du contact avec l'autre. Et donc là, l'intérêt c'était de pouvoir passer par un outil que l'enfant maîtrisait, qui était contenant, rassurant, pour essayer de partager avec lui petit à petit un jeu, une petite application ou autre. En séance de rééducation, je me méfie de tous ces contenus qui peuvent être particulièrement excitants pour l'enfant, donc souvent de l'ordre du jeu vidéo. Moi, souvent, j'utilise, les Américains parlent de serious game, c'est-à-dire que c'est pas du jeu vidéo, c'est plutôt du jeu cognitif. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est si j'utilise une application type Rush Hour, pour ceux qui connaissent, où il faut utiliser des trajets spécifiques de voiture pour pouvoir sortir du parking. Mais il y a des obstacles sur sa route. Donc l'enfant est obligé de réfléchir à qu'est-ce qu'il va déplacer pour pouvoir sortir. Donc on appelle ça finalement des stratégies de planification. Où j'utilise une application qui va travailler par exemple le déliement digital ou le renforcement des doigts, par exemple pincer, tirer, tracer. Mais dès que c'est fait avec l'application, parce que ça aura motivé l'enfant, je pousse la tablette et je prends des cordes pour faire un nœud, son lacet pour faire ses lacets, des perles pour les enfiler, pour finalement faire un transfert de qualité entre ce qu'il a fait numériquement parlant, virtuellement parlant, à quelque chose de réel et concret. Et là, donc, on collabore avec des orthophonistes et des psychomotriciens qui vont tester en fait pendant 1 an ces dispositifs qu'ils ont acquis parce que ça les intéresse pour leur... ils ont vu un intérêt en fait pour pratiquer avec leurs patients et ils vont nous faire des retours tous les mois. Donc des choses qu'ils observent. Est-ce qu'ils observent que ça a un impact sur la thérapie, des idées de jeu qu'ils auraient envie de faire, que nous on va intégrer dans l'application au fur et à mesure pour qu'ils puissent l'expérimenter. Des fois je fais des parcours moteurs,
sauter dans un cerceau, faire le tour de tel obstacle, se mettre en équilibre sur un pied, etc. Et dans mon parcours, je peux insérer, hop, une petite contrainte avec ma tablette numérique. Ce qui permet du coup à l'enfant de tout d'un coup se remobiliser attentionnellement sur le jeu cognitif et être capable de s'en détacher pour continuer le parcours. Ce qui est super important pour les enfants. Et avec quelques-uns de ces praticiens-là, on est en train de construire un protocole d'évaluation, donc avec des orthophonistes, donc notamment le passage d'un bilan au départ, la prise en charge de tout ce qui est déficit auditif qui va être traité uniquement avec Ovaome, par exemple sur 10 séances. Et à l'issue de ça, on refait passer un bilan et ça va nous permettre d'évaluer l'impact uniquement de ce dispositif dans la thérapie. J'utilise aussi beaucoup pour le graphisme. On a des personnes type dysgraphique qui ont du mal à utiliser efficacement un stylo. Ça peut être à cause de la prise, ça peut être à cause d'une mauvaise régulation de leur force, ça peut être à cause d'une mauvaise coordination motrice. Plein de choses possibles, je ne rentre pas dans le détail, mais du coup, si l'utilisation d'un outil scripteur, on appelle ça comme ça, est compliqué, le côté digital, tactile, peut permettre de faire l'économie et de quand même travailler sur le graphisme, la formation des lettres, d'abord avec le doigt, avant éventuellement de repasser au crayon. On a notamment une étude que moi j'aime bien parce qu'elle est très contre-intuitive, c'est cette étude sur l'apprentissage de l'écriture, qui montre que, en tout cas chez les enfants de 6 ans, ou un peu avant, je crois que c'est des enfants de grande section de maternelle, donc 5-6 ans, quand on leur apprend la graphie des lettres, donc c'est une étude contrôlée, aléatoire, ou en tout cas c'est une étude expérimentale, c'est-à-dire qu'on a un pré-test, un post-test. Ils sont testés en pré-test et en post-test sur une ligne d'écriture papier-crayon. Et puis ensuite il y a 3 groupes. Il y a un groupe qui apprend sur tablette à former la graphie des lettres avec le doigt, l'un avec un stylet, et puis le troisième en papier-crayon. Et paradoxalement, ce qui marche le mieux, c'est d'apprendre sur tablette avec le doigt. J'utilise les outils numériques dans ma pratique de soins et ce depuis un long moment parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'il y a beaucoup de supports en fait qui permettent d'être paramétrés précisément par rapport aux difficultés, que ce soit même aussi par rapport au langage écrit quand on travaille auprès de patients dyslexiques, mais également auprès de patients adultes aphasiques. Enfin vraiment on a une possibilité d'accès à différents outils très vastes et puis donc par rapport aux soins et au travail de remédiation. Et il y a une autre partie de mon travail dans laquelle j'utilise les outils numériques, qui est la mise en place d'outils de communication alternatifs pour des enfants qui n'accèdent pas pour le moment ou qui peut-être n'y accéderont pas au langage oral. Et donc on va mettre en place la langue des signes pour ceux qui peuvent. Et puis on peut mettre très rapidement en place un outil de communication alternative via tablette ou via iPhone, qui font que l'enfant va pouvoir très vite faire ses demandes, exprimer des douleurs, et puis petit à petit élaborer des descriptions, enfin à communiquer efficacement en dépit du trouble qu'il peut avoir pour pouvoir s'exprimer à l'oral. Donc on a vraiment plein de techniques différentes en fait avec les écrans et c'est ça qui est assez génial, c'est que du coup ce sont des outils qui sont tellement ouverts à plein de choses que c'est à nous d'être créatifs et de s'adapter à la problématique de l'enfant et aux intérêts thérapeutiques qu'on cherche à mettre en place. Et donc n'ayez pas peur de vous servir des écrans, soit réellement dans le cadre d'ateliers à médiation, soit juste dans le dialogue, d'en parler avec le jeune, mais surtout ne les tournez pas en tant que mauvais objets, ça ne sert à rien et au contraire c'est totalement nier le fait qu'ils peuvent apporter des choses intéressantes aux jeunes. Je trouve que c'est un sujet qui est compliqué, justement parce que c'est une source d'optimisme et d'opportunités formidables évidemment pour les enfants, parce que c'est d'autres types d'apprentissage, une façon plus coopérative, peut-être plus ludique aussi d'apprentissage. Mais pour moi, c'est aussi source d'inquiétude sur la façon dont on peut les accompagner pour justement réguler l'usage des écrans pour qu'on ait le plus d'effets positifs possible et le moins d'effets négatifs. Donc c'est une question qui est permanente dans l'éducation. En tant que maman, donc j'ai 2 enfants qui ont 8 ans et 6 ans. Donc moi j'ai essayé de les préserver du numérique depuis l'enfance. On a quand même une tablette. Mais j'ai cherché dès le début en fait plutôt des jeux éducatifs ou des jeux comme Marbotique par exemple qui amenaient du tangible. Voilà. Toujours en contrôlant beaucoup l'usage
pour pas que ça dépasse un certain temps, je sais pas, 20 minutes par exemple, que ça soit pas une habitude surtout, et donc essayer de leur faire autre chose, d'autres jeux, mais quand même en leur disant, bah oui, il y a aussi ces outils-là, enfin c'est un jeu parmi d'autres. Et je pense que l'enfant aussi, on peut leur expliquer, ils sont capables de comprendre que oui, c'est bien les tablettes, c'est bien l'ordinateur, c'est bien le téléphone, mais des fois, tu sais, ça peut avoir des conséquences néfastes, tu passes beaucoup de temps dessus. L'enfant est capable de le comprendre. C'est à nous de faire... il ne faut pas les sous-estimer, hein. C'est à nous de faire en sorte qu'ils soient dans le même camp que nous, finalement. Et quand puis pareil, quand on dit à l'enfant, il y a un point de départ et puis il y a un début, il y a une fin, et qu'il part en connaissance de cause, il l'intègre. Et quand je lui dis, je te donne, je cède, mais quand je te dirai stop, ça sera fini, et il comprend, il me dit d'accord, donc voilà. Je dis voilà. Des fois, voilà, il négocie un peu, je cède sur quelques minutes. Lui, il est content parce qu'il a l'impression d'avoir gagné. Moi, je ne suis pas à 2 minutes près, donc je me dis, c'est pas grave. Mais c'est comme ça, faut toujours essayer de sortir gagnant. Moi, déjà, je voulais pas qu'on tombe dans la facilité au début. Quand les enfants ils sont jeunes, forcément, pour s'exprimer, ils pleurent beaucoup, etc. Et j'avais pas du tout envie qu'on se dise, dès qu'il pleure, pour être tranquille, on le met devant un écran, comme ça le calme, etc. Donc moi je pense que... Et puis je trouve ça bien qu'il exprime aussi son envie de regarder un écran, plutôt que ce soit une habitude un peu passive. Voilà. Et puis avant 5 ans, il y a au niveau capacité à explorer ses envies. Les enfants ils sont quand même assez... c'est un peu... c'est de l'habitude quoi plutôt. Donc du coup je pense qu'après 5 ans ils sont déjà un peu plus à même de dire si vraiment ça leur manque, etc. Oui, c'est ça. Et moi, effectivement, j'ai vu, avant d'être mère, j'ai vu trop souvent des parents, en effet, qui prenaient les écrans pour des babysitters. Et c'est ce que Romain disait, donc je le rejoins là-dessus. Toi aussi, tu nous rejoins là-dessus? Bah oui, parce que quand on est parent, on prend le rôle de parent très au sérieux. Et donc c'est juste de rappeler aux parents que finalement, plutôt que de regarder une petite comptine sur YouTube, on peut la chanter la comptine et que c'est aussi rigolo, qu'on apprend des gestes et que oui, l'enfant, ce qu'il aime beaucoup dans les écrans tactiles et notamment dans les comptines, c'est que c'est très interactif, ça répond immédiatement, c'est très lumineux, très attrayant, voilà. Mais une fois qu'on éteint cet écran et qu'on se rend soi-même très attrayant, l'enfant, il est vraiment beaucoup plus intéressé. Donc très rapidement, ce que voient les parents, c'est que finalement, quand on propose des jeux, des activités interactives, et leur enfant, il redevient comme tout enfant et il s'amuse et il pose des questions. Et puis finalement, l'intérêt par rapport à ce type d'écran finit par prendre une place qu'il a à avoir, c'est-à-dire une possibilité de jeu parmi d'autres. Personnellement, je ne fais pas partie de ceux qui vont opposer le numérique au développement de l'enfant, à la condition qu'on reste bien dans une médiation, dans une relation, dans un partage, dans un échange. C'est bon de regarder des petites scénettes qui ont été pensées pour des enfants de 3-4 ans, et puis ensuite d'en parler ensemble, de dessiner ce qu'on a vu, de se raconter une histoire, d'inventer un nouveau personnage à partir de ce qu'on a regardé. C'est très bon, c'est très agréable, et c'est véritablement là, du coup, un moment d'échange tout à fait intéressant avec un très très jeune enfant. Nous, on n'utilise pas du tout les outils numériques en crèche. Pour vous dire, j'avoue que j'ai ressorti l'appareil à diapositive de la crèche qui date de 1978, volontairement, parce qu'effectivement, ils ont un goût pour les images animées et on cherchait à leur proposer autre chose. Voilà. Moi, je considère que cet outil est proposé partout ailleurs et que du coup, on n'est pas forcément dans la nécessité de le proposer à la crèche en tout cas. Donc non, on n'utilise pas du tout ça. Alors je pense qu'effectivement, il faut vraiment limiter avant 3 ans. Je ne suis pas sûre que l'enfant ait besoin de numérique, d'écran avant 3 ans. Peut-être de l'audio, oui, mais de l'image, pas spécialement. Après, je le conçois comme un outil d'apprentissage. Oui, ça peut être un outil d'apprentissage qui permet d'apprendre
mais qu'il faut également apprendre à utiliser. Pour moi, les éléments clés, c'est déjà la socialisation des enfants, apprendre à vivre avec les autres, apprendre les règles de la collectivité, développement de l'autonomie, et puis de l'autonomie intellectuelle, de l'autonomie physique et de l'autonomie émotionnelle aussi. Voilà. Alors, de mon point de vue, la maternelle, c'est un des premiers lieux de rencontre, à part le foyer familial, mais un des premiers lieux de rencontre où les jeunes enfants, dans un environnement collectif et organisé, rencontrent justement des objets. Alors, des objets numériques, certes, mais aussi tout un tas d'objets. De ce point de vue-là, les enfants s'interrogent, se questionnent, sont curieux, regardent, observent. Et la question qui est derrière ça, c'est comment les aider, les orienter, les guider pour qu'ils puissent avoir un regard curieux et apprendre le fonctionnement de certains objets. Voilà. On apprend, je vais reprendre les 4 points, on apprend en jouant, en réfléchissant, en s'entraînant, et il y en a un 4e, et en résolvant des problèmes. Donc l'outil numérique s'intègre là-dedans complètement, surtout pour s'entraîner en fait. Voilà, donc il peut permettre de s'entraîner sur certaines compétences. Maintenant, il faut absolument qu'on conserve cette nécessité qu'a l'enfant de manipuler. Quand on parle d'une orange, apprendre connaître le mot orange par exemple. On sait que c'est une couleur, on sait que c'est un fruit, mais ce fruit, il a une odeur, il a une texture, et ça s'apprend que par la manipulation, ça ne s'apprend pas par l'intermédiaire d'un écran. En fait, l'utilisation numérique pour apprendre, c'est bien aussi à condition que ce soit accompagné. Dans les classes, depuis à peu près une dizaine d'années, les enfants côtoient des objets numériques, tableaux interactifs, des tablettes, parfois des smartphones, puisque parfois l'enseignant met à disposition son smartphone pour que les enfants puissent prendre en photo leur réalisation. Donc tout un tas d'objets, depuis je dirais 4-5 ans, nous introduisons également des petits robots programmables dans les classes, donc qui sont des objets numériques également. Et donc il y a un apprentissage qui peut se faire avec ces ensembles d'objets. L'utilisation des outils numériques, si on parle des terminaux, reste très dichotomique. C'est-à-dire que les enseignants les ont adoptés à plus de 90% dans le travail, dans la partie de travail qu'on appelle invisible des enseignants. La préparation, l'évaluation, les échanges entre enseignants, la formation. Ça ne s'est pas forcément traduit de manière massive dans leur interaction avec la classe, avec les élèves, dans le faire de la classe. Ça peut par exemple intervenir dans la conception d'une séquence pédagogique, mais pas forcément dans sa mise en œuvre. Donc en ce sens-là, la question mérite d'être affinée. Est-ce que ça a eu de l'impact sur le métier enseignant, sur sa partie pédagogique invisible énorme? Est-ce que ça a eu de l'impact sur la partie visible du public, des enfants, des parents, de l'institution dans la classe? Beaucoup moins. Dans nos centres de loisirs, justement, on n'avait pas l'occasion de développer des projets autour de des activités scientifiques, numériques. Et en fait, on se rend compte que déjà les plus grands et même les grandes sections de maternelle ont déjà un rapport avec les écrans qui nous questionnait pas mal en tant qu'animateur. Et donc, on a souhaité déjà développer un nouveau projet en direction du public maternel parce qu'il y a peu de projets destinés à ce public-là. Souvent, on cible les tranches d'âge à partir de 6 ans. Et donc là, lorsque j'ai rencontré Amélia, qui m'a donc présenté ces ateliers-là en direction du public maternel, effectivement, on s'est dit le contenu, la thématique et le public ciblé nous correspondaient parfaitement en fait. Je pense que l'école dans lesquelles sont scolarisés mes enfants, élémentaires et maternelles,
font un bon travail de sensibilisation par rapport aux écrans. D'ailleurs, je fais partie du collectif qui, une fois par an, mène des actions dans ce sens-là. Et voilà, si on est là aussi pour porter de bons conseils aux autres parents, on essaye de se les appliquer nous-mêmes. C'est-à-dire que on essaye justement de sensibiliser les parents à un usage abusif des écrans. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans toutes les familles, presque tout le monde a la télé, enfin j'en connais qui n'ont pas la télé, mais presque tout le monde a la télé, Internet, enfin une connexion Internet, etc., des téléphones portables. Par contre, le tout, c'est de savoir cadrer et puis de mettre des balises. L'intérêt de ces nouvelles pratiques numériques en cabinet, à la maison ou à l'école est actuellement testé au sein de Recherche Action. L'outil numérique ouvre de nouvelles possibilités, notamment sur l'appropriation des usages et l'individualisation des apprentissages. On utilise l'outil numérique comme un outil de recherche avec l'idée que effectivement, le numérique quand même apporte un certain nombre de choses dont on sait qu'elles sont importantes ou un certain nombre d'usages qui sont intéressants pour justement potentialiser les apprentissages de l'enfant. Typiquement, je peux m'adapter à la courbe d'apprentissage de chaque enfant. Je peux faire de la pédagogie individualisée, enfin au-delà de la pédagogie, en tout cas de l'entraînement individualisé qui va en temps réel s'adapter à la courbe d'apprentissage de l'enfant. Je vais pouvoir faire un feedback très rapide sur la production de l'enfant. Et tout ça, on sait que ça potentialise les apprentissages, d'où l'intérêt du numérique. Je dirais, on n'utilise pas le numérique en soi parce que c'est bien d'utiliser le numérique, on l'utilise parce qu'il a des potentialités et qui nous permet effectivement d'améliorer d'une certaine manière les apprentissages de l'enfant. Ou en tout cas, c'est ce qu'on pense. C'est sûr que ce que peut apporter l'ordinateur, c'est une réponse immédiate à l'erreur de l'enfant. C'est-à-dire, on sait très bien que le retour sur erreur pour apprendre est absolument essentiel. Quand on est adulte, on n'est pas toujours en train de regarder ce que fait l'enfant et de lui répondre immédiatement. L'ordinateur peut le faire, dire juste ou faux immédiatement. Donc ça, c'est très important. Ça peut être beaucoup plus ludique aussi avec cet aspect qu'utilisent beaucoup les jeux vidéo, c'est-à-dire que ça soit ni trop dur ni trop facile. Ça, c'est un argument. C'est un facteur très important du succès des jeux et de leur addiction, c'est qu'on vous met toujours au meilleur endroit de votre curiosité cognitive. On sait qu'on est curieux pour des choses qui sont pas trop éloignées de ce qu'on sait, ni trop faciles. Eh bien, les jeux vidéo se mettent exactement à ce niveau-là. Donc pour les apprentissages, c'est évidemment l'idéal d'avoir un jeu qui s'auto-adapte pour vous maintenir au moment où vous êtes le plus intéressé par ce qui se passe. La force du numérique, je pense, c'est pouvoir individualiser les parcours d'apprentissage. Puisque, là je pense surtout à des situations de classe, enfin de groupe, on est obligé, on ne peut pas faire de l'individualisation. Là, avec un outil numérique, en même temps, dans une classe, eh bien, les enfants vont pouvoir progresser à leur rythme, éventuellement travailler un peu plus ce qui leur pose problème. Donc c'est quelque chose que fait naturellement un professeur des écoles, par exemple, mais qu'elle peut difficilement faire au niveau individuel. Donc cette gestion des grands groupes, la situation idéale, ce serait vraiment des tout petits groupes dans les écoles, on le sait bien, mais bon, malheureusement, actuellement, c'est pas possible. Donc le numérique peut venir en renfort, en complément. L'idée, c'est pas de suppléer, mais de compléter un petit peu ce qui se passe dans le monde réel. Les outils numériques ont déjà trouvé leur place au sein des cabinets, des salles de classe ou des protocoles de recherche. Ces démarches d'innovation par la pratique nous poussent à nous questionner sur les contextes d'utilisation que nous souhaitons pour les futurs usages des tout-petits. Mais quelle est la relation du jeune enfant au numérique aujourd'hui ? Et à quoi ressemblera-t-elle dans quelques années ? Ou plutôt, à quoi voulons-nous qu'elle ressemble ? Je pense qu'en ce moment, les enfants utilisent les outils de leurs parents. De la même manière que de tout temps, les enfants ont utilisé les outils de leurs parents, parce que c'est très intéressant de faire comme mes parents font, parce que c'est la manière dont je m'adapte au monde dans lequel je grandis, etc. Et il y a eu beaucoup de changements en fait, dans les objets du quotidien pour les adapter aux enfants. Et maintenant, on est beaucoup à avoir une table à la bonne taille pour dessiner, avec un petit tabouret à la bonne taille. On va chez Ikea, il y a tout un rayon d'objets qui sont adaptés aux enfants. Ça n'existait pas il y a 50 ans. Et je pense qu'il y aura la même chose pour les outils numériques, c'est que
il faut que les enfants arrêtent d'utiliser des outils qui ne sont pas adaptés pour eux, parce qu'en plus, pour certains, ils sont trop envahissants pour leurs yeux et leur cerveau d'enfant. Enfin, vraiment, la télé, pour moi, c'est flagrant, les infos, etc. C'est totalement inadapté à un enfant de 3 ans ou à un bébé, ou à un enfant même de 5-6 ans. Et il est temps qu'il y ait des vrais objets numériques adaptés aux enfants, pour que les enfants puissent être inclus dans cette culture-là, mais à leur manière, avec leur manière d'appréhender le monde, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on commence vraiment à comprendre que c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps. Et on voit émerger des initiatives très fortes pour outiller les enfants vis-à-vis de ce sujet. Donc qu'il s'agisse de cours de programmation, de codage à l'école ou voilà, toutes les initiatives autour justement de la transmission de la culture numérique aux enfants. On pense aussi à toutes les initiatives Makers où ils vont du coup pouvoir fabriquer avec des imprimantes 3D, etc. Donc on essaye de les rendre plus acteurs. Ce que j'espère, c'est que dans 10 ans, ils auront vraiment pris la mesure de tous ces phénomènes et qu'ils seront pleinement acteurs, qui seront aussi en capacité de se dire bon, le numérique c'est très bien, mais il y a aussi tel et tel autre sujet qui sont importants dans ma vie et que voilà, ce soit des enfants très équilibrés dans le choix des activités qui s'offrent à eux, qui puissent avoir des activités artistiques, des activités sportives, mais aussi des activités philosophiques. Nous, on essaye aussi d'introduire de la philosophie dans les ateliers parce que face à cette déferlante d'informations, d'avoir effectivement cet esprit critique que permet la philosophie, parce que c'est très important pour les enfants. Donc ce que j'espère, c'est que nos enfants voilà, seront augmentés par le numérique, mais aussi par toutes les autres activités qui doivent composer l'enfance.